quinzaine d'années. Ça, je fais sa promotion. Hein. Voilà son dernier ouvrage. Philippe Guichenet travaille à l'hôpital de Béziers, il dirige le service de tabacologie. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer pour monter à la maternité de la clinique Champeau une aide au sevrage tabagique pour les mamans et les personnels de la clinique. Il y a déjà de ça pour plus d'une quinzaine d'années, ça nous rajeunit par nous. Je suis très content de l'avoir retrouvé puisqu'on s'est recontacté il y a un mois. Je lui ai dit que dans le cadre de nos activités pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'accompagnement d'établissements de santé sur tout le territoire et leurs collaborateurs sur tous les sujets liés au développement durable. Et dans ces sujets-là, il y a bien évidemment la qualité de vie au travail, la santé au travail et au-delà du travail, eh bien, la santé globale au sens large du terme. Alors si j'ai demandé au docteur Philippe Guichenet d'intervenir, c'est parce que il obtient de très bons résultats. Je sais que les gens qui sont accompagnés par lui-même eh bien, ont un accompagnement qui est très efficace. J'en profite pour dire à l'équipe, à ceux qui font partie de l'équipe, que s'ils le souhaitent, on va lancer un programme d'aide au sevrage tabagique pour les mois qui viennent avec le docteur Guichenet. Pour ceux qui ont envie, il n'y a aucune démarche bien évidemment obligatoire. Ce qu'on sait par exemple, c'est que lorsqu'il intervient en accompagnement avec ses méthodes, sa typologie on va dire, les substituts qui existent, eh bien les résultats sont très intéressants. Voilà. Donc c'est un expert qui est à Béziers. Nous on aime bien mettre en lumière les experts locaux. Béa, on commande le bouquin et je vous engage bien évidemment pour que vous fassiez fortune, vous restiez longtemps je l'ai mis en euros 40, donc c'est pas... Mais voilà. C'est pas pour ça que je l'ai écrit. En fait, ce livre, c'est des cas cliniques de mes patients, en fait. J'ai pris en charge 3 patients qui ont arrêté de fumer avec des techniques de thérapie comportementale et cognitive. Donc, en fonction du temps qu'on aura en fin d'exposé, je vous parlerai de ces techniques de TCC qui sont vraiment extrêmement intéressantes dans le sevrage tabagique. Alors, on va passer la première. Moi, j'interviens donc sur plusieurs hôpitaux en tabacologie. Je fais 70% de mon temps dans ce domaine depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous y voyez bien, là, c'est bon. Donc, la prise en charge du sevrage tabagique, en 20 ans, elle a évolué. Il y a toujours les fameux substituts nicotiniques, c'est-à-dire les patchs, les pastilles, les gommes, l'inhaleur, etc. Mais ça a évolué en ce sens qu'on fait souvent de la réduction avant d'obtenir le sevrage, actuellement. Parmi les médicaments qu'il y a à notre disposition, le Ziban, oubliez-le parce qu'il est pratiquement plus prescrit. Par contre, le Champix, c'est la varénicline qui a eu une mauvaise réputation à une époque, reprend un petit peu vie et c'est un bon médicament du sevrage tabagique en deuxième intention. Les autres prises en charge, notamment des problèmes de poids et s'il y a des soucis d'alcool, sont importantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure en aparté, arrêter de fumer, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et moi, je propose un accompagnement de 1 année avec la possibilité d'échanger des mails avec mes patients ou des coups de téléphone s'ils en ont besoin. Et enfin, il y a les fameuses thérapies comportementales et cognitives qui sont très pertinentes dans le sevrage tabagique et qui permettent de prévenir la rechute. Donc cette diapo pour vous dire que les gens qui viennent voir un tabacologue, le plus souvent, pas toujours, ont une très forte dépendance nicotinique, ils n'ont pas toujours une motivation importante, ils peuvent avoir une pathologie psychiatrique, ils peuvent consommer notamment du cannabis, et ils ont des pathologies somatiques associées comme la bronchite chronique et parfois de la précarité. Donc on ne voit pas le fumeur tout venant en consultation de tabacologie, on a une population particulière. Alors là, vous n'y voyez pas parce que c'est en rouge. Comment on évalue un fumeur? Finalement, comme un diabétique, comme un hypertendu. Il y a les Prochaska Di-Clemente dont je vais vous parler dans quelques minutes. Il y a un test de motivation. Alors, je vous ai amené des tests, vous servirez. Il y a 4 tests principaux. Le test de motivation, c'est le test de CUMAT. C'est 4 questions. Et en 4 questions, on sait si on est faiblement, moyennement ou fortement motivé. Ensuite, vous avez la dépendance physique. Ça, vous le connaissez sans doute. C'est le test de Fagerström. Est-ce que vous avez entendu parler du test de Fagerström? Donc ça, c'est 6 questions. Et on est dépendant à partir de 4. Et fortement dépendant à partir de 7-8. Le tabac entraîne une dépendance psychologique et comportementale et on a des tests. Ici, vous avez le test de Horn, mais il y a également un excellent test qui s'appelle le test de Gilliard. Être tabacologue, c'est savoir apprécier l'anxiété et la dépression. Donc on a un test qui s'appelle le test HAD.
Et puis ce petit appareil est fondamental parce que d'une part ça motive beaucoup les gens. Quand ils voient qu'ils ont du CO dans l'air expiré, ça leur fait peur et ils ont envie d'arrêter de fumer. Et ça permet de valider le sevrage tabagique. C'est-à-dire qu'à l'arrêt du tabac, le CO se normalise en 24 heures. Alors cette diapo est importante. En fait, le fumeur passe par plusieurs étapes. Vous avez la première étape, c'est le fumeur heureux. D'accord ? Ça s'appelle la pré-contemplation. Ensuite, on passe à la contemplation. Alors, c'est quoi la contemplation ? C'est finalement, j'aime fumer, je me régale, mais je tousse le matin, j'ai un CO élevé, je voudrais faire quelque chose pour ma santé, je veux voir grandir mes enfants et mes petits-enfants. Donc, je suis un peu entre deux chaises, si j'ose dire. Donc, ce stade de contemplation, nous les tabacologues avec les TCC, on a des techniques, notamment la technique de la balance, pour amener le patient progressivement au stade de décision. Dès qu'on est à la décision, on passe à l'action. Donc on met soit des médicaments, soit des patchs, soit autre chose. Ensuite, il y a la consolidation et la rechute. Et la règle, et en moyenne, il y a 4 rechutes avant un succès définitif. Alors le mieux, c'est que je vous présente 2 cas cliniques. Alors celui-ci, il a été publié dans une revue en 2014. On va l'appeler Claudine. Elle a à peu près 65 ans, elle fume 60 cigarettes par jour, ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez que son test de Fagerström est à 10, donc ça veut dire qu'elle a une dépendance nicotinique majeure. Son CO est à 65, ce qui est un chiffre excessivement élevé. Sa motivation QMAT, donc on a vu que c'était la motivation, est à 11 sur 20. Et son test sur l'anxiété et la dépression n'est pas bon, puisqu'elle a 13 sur 21 sur l'anxiété, 10 sur 21 sur la dépression, et qu'elle est déjà sous antidépresseur. La paroxétine, c'est un médicament qui s'appelle le Deroxate. Et Claudine n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle est au stade de contemplation. Alors, quand on a ce profil de fumeur lors d'une première consultation, il y a 3 choses à faire. Premièrement, j'ai un tout petit peu augmenté les antidépresseurs de 10 mg, c'est-à-dire une dose assez faible, sur 4 mois le temps du sevrage. Deuxièmement, on a commencé à réduire, elle fumait 60 cigarettes, on lui a mis un patch à 21, plus des pastilles nicotiniques. Et troisièmement, on a fait un entretien de motivation. Alors l'entretien de motivation en tabacologie, c'est fondamental, ce sont des questions ouvertes que l'on pose aux patients. Que vous apporte la cigarette par exemple ? Pourquoi fumez-vous ? Quels sont les inconvénients pour vous à continuer à fumer ? Quels seraient les avantages à arrêter ? Donc c'est des questions qui permettent aux patients de s'exprimer sur ce qu'ils ressentent vraiment. Alors voilà ce qu'a dit la patiente. Je ne veux pas finir sous oxygène, je ne veux pas attraper le cancer, je veux préserver ma santé, ne pas avoir de vieillissement de peau et avoir plus d'argent. À la deuxième consultation, elle fume 30 cigarettes par jour. Elle prend 10 pastilles. Alors les pastilles, il faut y aller très fort en tabacologie. Moi, j'autorise mes patients à en prendre jusqu'à 30 par jour, en plus des patchs. Son CO a quand même baissé, puisqu'il est plus qu'à 39 au lieu de 65, je crois, au départ. Mais elle n'est toujours pas prête à arrêter de fumer. Donc on continue l'entretien motivationnel et on met un deuxième patch à 21. Et on fait ce qu'on appelle la balance. Alors ça, c'est dans le bouquin. La balance, il y a 3 balances en fait. Vous avez la première balance, c'est finalement, j'ai des avantages à continuer et des inconvénients. Et souvent, là c'est pas le cas sur cette diapo, les gens ont plus d'avantages à continuer au départ et moins d'inconvénients. Et c'est quand on se projette sur l'arrêt que les choses changent. Donc là, les avantages à continuer, c'était le plaisir, ça me calme, la cigarette apéritif et la convivialité. Et les inconvénients, c'était la perte de souffle, la nuisance à la santé, la perte d'argent, de goût, d'odorat et de temps. Donc ça, c'est la première balance. Je continue à fumer, j'ai des avantages et des inconvénients. La deuxième balance, je me projette sur l'arrêt du tabac. À ce moment-là, j'ai des avantages à arrêter et vous remarquez quelque chose sur cette balance. Il y a 2 choses à remarquer. C'est quoi, à votre avis ? Donc les avantages à arrêter, c'est le goût, l'argent, le teint, le dynamisme, le souffle, les saveurs. Et c'est coté, donc chaque item est coté entre 0 et 100.
C'est la personne qui les cote. Ah, c'est la personne qui les cote. Je leur dis 0 c'est pas important, 100 c'est très important, et mettez un score entre 0 et 100. Là, le total, c'est inversé. Ben là, les avantages à arrêter deviennent très importants. Et dans les inconvénients, il y a une crainte fréquente dans le sevrage tabagique, c'est la crainte de la prise de poids qui est à 80. Et la troisième balance, elle est importante aussi, c'est finalement à court terme, qu'est-ce que j'ai comme avantage à fumer? Ben, j'ai du plaisir. Et est-ce que j'ai des inconvénients à long terme? Ben là, j'en ai plein. J'ai un risque de maladie, de cancer, de manque d'oxygène, de perte d'argent et de perte de goût. À la troisième consulte, elle fume plus que 15 cigarettes, elle prend quand même 15 pastilles. Son CO a baissé, elle est au stade de décision. Ça y est, elle n'a pas fait de lettre de rupture, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais elle a pris sa décision d'arrêter de fumer. Son humeur est en amélioration, je vous rappelle qu'on avait un petit peu augmenté la paroxétine. Et là, j'ai mis le troisième et dernier patch nicotinique pour obtenir le sevrage tabagique. Finalement, elle a arrêté de fumer avec un CO à 3. Donc, il y avait tout à l'heure 2 personnes qui avaient un CO à 3. C'est un score normal. Et le test HAD sur l'humeur est en amélioration. Ensuite, il y a tout un suivi sur une année où on baisse très progressivement les patchs de 7 mg toutes les 3 à 4 semaines, avec également un retour à la posologie initiale de paroxétine au bout de 6 mois. Alors le deuxième cas, il est un peu plus simple. C'est un jeune médecin que je vois en train de fumer un jour où j'étais à l'hôpital. Et je lui dis, viens mesurer le CO avec moi. Elle avait un CO à 40. Et je lui dis, si tu veux, je te vois la semaine prochaine en consultation. Donc elle a accepté. Jamais de tentative d'arrêt. Elle n'était pas prête parce que je l'ai pris un peu au dépourvu. Elle avait quand même une dépendance à 8 de Fagerström, une motivation à 12 et un test HAD parfaitement rassurant avec un CO à 40. Voilà sa balance. Donc les avantages à continuer à fumer, la pause, sortir prendre l'air, le plaisir, la convivialité, la détente, les moments privilégiés avec les autres fumeurs, ne pas rompre mes habitudes. Inconvénient, donc c'est un médecin, elle est au courant, que ça dégrade la santé, que ça baisse la qualité de vie, que ça donne des maladies, que ça greffe le budget, qu'il y a de l'odeur du tabac et la culpabilité. Finalement, elle trouve beaucoup d'avantages à arrêter de fumer, investissement sur la santé, économie, désintoxication, respect du corps, améliorer le goût des aliments, l'odorat, moins d'essoufflement à l'effort, oublier la toux hivernale et diminuer la sécheresse buccale. Et elle craint l'irritabilité. Alors l'irritabilité, c'est le syndrome de manque nicotinique, c'est classique, hein, et la prise de poids, et me faire violence sur ce sevrage. En plus du stress lié au travail, elle déménage, elle a un projet de grossesse également. Donc je la revois 15 jours après, elle fume plus que 8 cigarettes, son CO a baissé à 25, il est à 40, elle a moins la bouche pâteuse, un peu plus de liberté, et je ne suis plus obligé de chercher ma dose, me dit-elle. Je sens que je vais y arriver. Je lui dis que j'en suis convaincu. Donc, on rajoute un deuxième patch à 14 pour le sevrage. On finit la balance. Je lui dis de prendre plus de pastilles, elle n'en prenait pas assez, et de choisir une date d'arrêt. Troisième consulte, elle a arrêté depuis 13 jours. Elle se sent plus libre. Je lui trouve un teint plus clair à la consultation, donc je la renforce. Elle préserve sa santé, son CO est à 2, on maintient le patch à 25, plus les pastilles. Quatrième consulte, on en est à 60 jours de sevrage, donc 2 mois, beaucoup de bénéfices à l'arrêt, CO dans l'air expiré normal à 0 ppm, on passe au patch à 21. Donc il faut diminuer progressivement, plutôt faire des paliers, là on est allé peut-être un peu vite, faire des paliers de plutôt 2 mois. Quand je commence avec un patch, je mets 2 mois le même patch, après je diminue. Cinquième consulte, on est à 120 jours de sevrage, beaucoup de bénéfices, un CO normal, et on passe au patch à 14. Et là, on en est là. Je lui ai envoyé un mail la semaine dernière, elle a toujours arrêté de fumer, je la revois le 18 septembre. Donc là, on baissera peut-être les patchs. Donc ça, c'est un sevrage assez simple,
Alors que le premier, c'était un peu plus compliqué, il y avait de l'anxiété, il y avait une humeur un peu instable, il y avait une forte dépendance nicotinique, il y avait une motivation qui n'était pas suffisante. Donc le premier était plus complexe que le deuxième. Et là, on a sympathisé avec ce médecin qui est depuis peu à l'hôpital. Alors, je vais essayer de vous parler de la tabacologie. Que faire au stade de contemplation? Je vais vous parler de la réduction, parce que de plus en plus, on fait de la réduction de la consommation, c'est-à-dire qu'on ne met pas un sevrage d'emblée le lendemain, on diminue avec les patchs et les pastilles. Quelle est la place de la varénicline, c'est-à-dire du Champix, la place des antidépresseurs? J'aurai pas le temps de vous parler de ma marotte, c'est-à-dire les hardcore smokers, c'est-à-dire les gros fumeurs dépendants, pas motivés. Au stade de contemplation, on peut faire la balance et en entretien de motivation. Donc la balance, ça permet de voir le pour et le contre, de continuer, d'arrêter, et puis le court terme et le long terme. Donc la réduction, ça c'est très intéressant. On peut y aller fort. 30 gommes à 2 mg. Moi j'ai beaucoup de patients qui se promènent en Béziers en prenant 30 gommes par jour. Il n'y a aucun risque à donner des substituts nicotiniques. Le surdosage est exceptionnel. Moi en 20 ans j'ai dû voir moins de 10 surdosages. Par contre le sous-dosage est tout le temps. C'est-à-dire que les gens sont mal substitués en France en 2017. Fumer avec un patch, aucun danger. Sinon je serai en prison depuis longtemps. Alors pour qui faire de la réduction? Pour ceux qui aimeraient bien arrêter mais qui ne s'en sentent pas capables, pour ceux qui ont déjà échoué et pour ceux qui ne sont pas prêts. La réduction c'est intéressant parce que ça augmente la motivation, c'est-à-dire que si vous venez à la première consulte que vous avez un CO à 65, à la deuxième vous avez 39, je ne sais plus quel était le chiffre, eh bien, ça motive de façon très importante. Ça augmente la motivation, ça valorise le patient et puis c'est confortable. Finalement, la plupart des gens me disent ça, finalement arrêter de fumer avec tous ces protocoles de TCC, de substituts, de Champix, etc. On ne souffre pas, quoi, à condition de trouver la bonne dose, bien sûr. C'est sûr qu'un patient qui fume 60 cigarettes, vous mettez un patch, il va souffrir, mais ce ne sera pas suffisant. Donc il ne faut pas trop en mettre non plus des patchs. Il faut associer les pastilles et les patchs, ou les gommes et les patchs. Et vous avez droit à 150 € de remboursement par an. Sachant que le Champix, lui, est remboursé complètement. Donc c'est intéressant de prescrire du Champix également. Donc le surdosage, je vous en parle très peu parce qu'on n'en voit pratiquement jamais. Si vous avez de la diarrhée, des maux de tête, une tachycardie, vous êtes surdosé, mais c'est exceptionnel. Le sous-dosage, par contre, dès que le patient est irritable, nerveux, ou qu'il a des pulsions à fumer, ça veut dire que vous ne l'avez pas bien dosé. Donc là, il faut augmenter les doses. Alors maintenant, il y a tout un panel de pastilles, de gommes. Il y a l'eucalyptus, les fruits, le citron, la menthe, j'en oublie. Vous avez cette petite cartouche en bas qui s'appelle l'inhaleur, que j'utilise pas souvent, moi, mais que certains patients aiment bien. Et vous avez soit les gommes, soit les pastilles. Il y a la réglisse également. Alors, est-ce qu'on peut patcher les femmes enceintes? La réponse est oui. Il faut simplement mettre des patchs de 16 heures. Est-ce qu'on peut patcher quelqu'un qui vient de faire un infarctus du myocarde qui est aux soins intensifs cardiologiques? La réponse est oui. C'est-à-dire que moi, quand je suis appelé, je fais partie de l'équipe de liaison d'Addicto. Quand je suis appelé aux soins intensifs pour quelqu'un qui est à J1 de son infarctus, je lui mets un patch tout de suite. Et les études ont été tout à fait rassurantes. Question, est-ce qu'on peut être dépendant aux substituts? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des patchs longtemps, ou des pastilles, ou des gommes longtemps? La réponse est oui. Et ça, c'est extrêmement fréquent. C'est-à-dire que moi j'ai une patiente qui m'a téléphoné hier qui a un cancer du poumon qui a été guéri et qui prend toujours 25 pastilles par jour, ça l'inquiétait beaucoup. Je vais la revoir parce qu'elle voulait une nouvelle consulte, mais je vais la rassurer. C'est pas dangereux de prendre des pastilles sur le long terme. Ça coûte cher quand même, mais
Alors le fameux Champix, il a été décrié ce Champix, c'est-à-dire qu'il a eu une mauvaise réputation à tort parce qu'il y a une étude très sérieuse d'une revue qui s'appelle le Lancet qui montre qu'il n'y a pas de plus d'état dépressif ou d'idées suicidaires sous Champix, c'est ce qui avait été dit à une époque. Le Champix et la varénicline, ça agit, bon, peu importe, sur certains récepteurs du cerveau qui s'appellent alpha-4 bêta-2. Et c'est intéressant parce que ça calme le manque et ça dégoûte de la cigarette. Donc il y a moins de plaisir à fumer. Alors cette étude, on n'y voit pas très bien, hein, je suis désolé, qui comparait la varénicline, c'est-à-dire le Champix, au Zyban, c'est-à-dire le bupropion, et au placebo. Vous voyez en jaune que le Champix, ça marche mieux que le Zyban et ça marche mieux que le placebo. C'est une des deux raisons qui font que le Zyban, c'est le bupropion, n'est plus prescrit actuellement. Alors ça donne des nausées quand même, hein, parfois mal tolérées. Dans 30% des cas, il y a des nausées. Ça peut donner des rêves anormaux également. Donc la posologie du Champix, c'est un comprimé à 0,5 pendant 3 jours, un comprimé à 0,5 2 fois pendant 4 jours, 1 mg 2 fois pendant 3 mois à dose pleine et 3 mois à demi-dose. Donc c'est un traitement assez long quand même, hein. Quelques diapos, et puis on parlera des TCC après. Comment le tabacologue évalue l'anxiété et la dépression? Ben, par l'interrogatoire, bien sûr, par le test HAD, et puis il y a un test sur l'humeur qui s'appelle le Beck. Donc le test HAD, c'est un test très important pour nous les tabacologues. Alors cette diapo, c'est de mon maître Gilbert Lagrue, qui est le pionnier de la tabacologie française, qui est malheureusement décédé en fin d'année dernière, et qui avait fait une étude sur 200 fumeurs. Mais cette étude, c'est uniquement les gens qui vont voir un tabacologue. Ce n'est pas 200 fumeurs pris dans la rue. Et chez ces fumeurs-là qui viennent voir un tabacologue, ils trouvent 85% de dépendants nicotiniques, dont 40% avec un Fagerström supérieur à 8, et ils trouvent des antécédents de dépression dans 73% des cas, des états dépressifs actuels dans 23% des cas, et puis des troubles anxieux comme la phobie sociale. Donc moi j'ai publié à une époque, dans mes jeunes années de tabacologue, des cas de phobie sociale associés au tabac. La phobie sociale, c'est la peur du regard des autres dans une situation de performance. Donc 2 diapos simplement pour vous dire que quand il y a des antidépresseurs, il vaut mieux les augmenter un petit peu, et que dans certains cas, il peut m'arriver de façon très prudente, avec l'accord du patient, d'utiliser de toutes petites doses d'antidépresseurs sur 4 mois pour des gens qui ont fait X tentatives difficiles avec troubles de l'humeur, troubles du sommeil, etc. Et ça marche très bien. Alors à votre avis, est-ce que les hommes et les femmes sont... C'est pareil en tabacologie. Est-ce que c'est plus facile de faire arrêter une femme ou un homme? Un homme. La réponse est exacte. Voilà pourquoi. Donc c'est une diapo, une publication de mon ami Patrick Dupont. Donc parce que chez les femmes, il y a plus de syndrome dépressif sur la vie entière, plus de troubles anxieux. Les troubles prémenstruels sont un facteur de rechute tabagique. Et les problèmes de poids inquiètent les femmes et assez peu les hommes en comparaison. Et dernier point, peut-être que les substituts nicotiniques sont moins efficaces chez les femmes. Donc en résumé, pour arrêter de fumer, il vaut mieux être un homme, ne pas être anxieux, avoir une bonne motivation, avoir commencé à fumer tardivement, avoir un petit test de Fagerström, donc le test de dépendance, s'être arrêté longtemps de fumer, être en couple avec un non-fumeur et consommer peu d'alcool. Mais ça, j'en vois jamais des patients comme ça. Ça, c'est le patient idéal. Il n'a pas besoin de vous, peut-être, celui-ci, c'est ça? Il s'arrête tout seul, oui. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va peut-être faire quelques questions avant que je vous présente les TCC. Donc, le sevrage tabagique, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est quelque chose de long, avec un arrêt qui peut se faire à 1 mois, qui peut se faire à 2 mois, qui peut se faire à 3 mois. J'ai vu une patiente cette semaine, je la suis depuis mars, on est en septembre et ça fait que 10 jours qu'elle a arrêté de fumer. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête,
Parce qu'on a fait un gros travail psychologique et que maintenant elle est prête avec le Champix, elle a pu arrêter. Vous avez une question? Ouais, j'ai une question, parce que là vous avez parlé beaucoup des substituts nicotiniques et des antidépresseurs, etc. Mais tout ce qui est comportemental, comment vous avez vu On y arrive. D'accord, très bien. On y arrive. Tout l'aspect TCC, c'est Une maintenant. petite question Oui. que souvent les gens se posent avant. Concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'on prend rendez-vous où? Où faut-il aller? Et combien ça coûte? Ça coûte rien si on a la carte vitale éventuellement. Là, je crois qu'il faut la mutuelle, mais c'est pas certain. À Béziers, en tout cas, les consultations se font à l'espace Péréal. Il faut appeler Brigitte au 04 67 35 76 32. Et voilà. C'est quoi le numéro? 04 67 Il est sur la feuille, non? 67 35 35 76 32. C'est Brigitte. Brigitte. Et donc, la prise en charge, Gratuite. elle est gratuite, si j'ai bien compris, Oui. pour les consultations d'une part, et en plus, l'assurance maladie assure jusqu'à 150 € pour les de patchs. substitut nicotinique. Voilà. Et le Champix, c'est gratuit. 100%. 100%. C'est une mutuelle, je crois. 65%. 100%, c'est une mutuelle. Donc globalement aujourd'hui, c'est pas une question de coût. Quelqu'un veut s'arrêter de fumer, Oui et non. Oui pour la plupart des gens, non chez les précaires. Parce que les précaires, c'est des gros fumeurs, ils ont besoin de 3 patchs. 3 patchs, ça vaut 120 €, plus les pastilles, ça fait 170 €. Donc ça leur donne un mois de traitement. Une cigarette, ça coûte combien? Ouais, mais quand ils fument des roulés, qu'ils se débrouillent à droite à gauche, c'est pas un problème. Donc moi j'ai des patients précaires qui ne peuvent pas s'arrêter de fumer en 2017 en France. C'est vrai. C'est scandaleux, mais c'est vrai. Il faudrait qu'il y ait un remboursement sur prescription médicale des substituts nicotiniques. Donc il en faut beaucoup. il n'y a pas d'association spécifique qui participe à ce sevrage? L'association à laquelle tu participes? Ben moi je fais partie de la Société francophone de tabacologie, mais ça c'est une société savante. Je fais partie de Tabac et Liberté, qui est ça c'est des formations et éventuellement du sevrage en entreprise. Voilà. Et le délai de prise de rendez-vous, est-ce que c'est très long? Est-ce que si on appelle l'hôpital, on a un rendez-vous dans 6 mois? Ou Non, actuellement c'est vers le 20 octobre. Mais quand les gens m'appellent directement, après ça peut être 15 jours, quoi. Donc, grosso modo, entre le moment où je fais la démarche et le moment où je peux démarrer, c'est 1 mois. 1 mois et demi, 2 mois, oui. D'accord. Donc il ne faut pas appeler Brigitte. Il vaut mieux vous appeler vous. Voilà, Oui. c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va plus vite. Moi c'est 76-44. En cas de rendez-vous urgent, il y a une autre option, c'est De prendre m'appeler. rendez-vous ce soir avant de partir avec le docteur Kichli s'y présent. Voilà. Ok. J'avais une question sur la prise de poids, c'est automatique ou pas? C'est pas automatique, elle est en moyenne de 3 kg chez les hommes, de 4 kg chez les femmes, parce que le fumeur est en sous-poids en fait. Et c'est la nicotine qui brûle les graisses, quelque part. D'accord. Par contre, si on prend des patchs et des pastilles, ça limite un peu la prise de poids. Mais la prise de poids importante, c'est plus chez les femmes que chez les hommes. Donc je vais vous parler un peu du livre et de ce qu'on appelle les TCC. Voilà le plan que je vous propose. Donc quand on fait des TCC, il faut d'abord créer une alliance avec son patient, une alliance thérapeutique. Ça s'appelle le rapport collaboratif. Ensuite, il y a un certain nombre de techniques qui augmentent la motivation. Il y en a 6 ou 7 même. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Je vous montrerai ce que c'est, c'est-à-dire qu'on analyse chaque cigarette individuellement pour voir comment ça fonctionne en pratique. Ensuite, on met en place les méthodes thérapeutiques, notamment cognitives, et l'évaluation. Ça, je peux passer, plutôt, je vais la... Par exemple, l'analyse comportementale d'une cigarette, c'est le travail sur l'ordinateur qui entraîne un stress. Je fume une cigarette, ça entraîne un calme et une meilleure concentration, et c'est un effet renforçant de la cigarette. Alors, les méthodes comportementales, je les utilise peu. La principale, c'est la relaxation. Pourquoi ? Donc, les méthodes comportementales visent à modifier les comportements problèmes par apprentissage de nouveaux comportements incompatibles avec les premiers. Par exemple, la relaxation, c'est incompatible avec l'anxiété.
Ma patiente que je suis depuis mars, elle fait de la sophro et de la relax tous les jours, en plus du Champix, en plus des gommes, en plus du suivi tabaco. Par contre, les thérapies cognitives, c'est l'importance des systèmes de pensée, de croyance sur les émotions et les comportements. Alors, un exemple pratique, je passe une soirée entre amis, tout le monde fume, ça c'est la situation. La croyance, c'est-à-dire le schéma cognitif ou la croyance, c'est sans fumer, je ne peux pas passer une bonne soirée. Ensuite, ça génère une pensée automatique. Est-ce que vous savez ce que ce sont les pensées automatiques? C'est ce qu'on se dit tous les jours à soi-même. J'en ai marre, c'est toujours pareil, ça va me calmer, allez, une petite, c'est pas grave. Voilà, ça ce sont des pensées automatiques de fumeur. L'émotion, c'est le plaisir, et les conséquences, c'est le plaisir et le renforcement social. Alors là, on n'y voit pas beaucoup. Avant une réunion avec prise de parole, pensée automatique, je me sens mal, je ne pourrai pas faire face, j'irai mieux après 2 cigarettes. L'émotion, c'est en rouge, donc ça passe pas, c'est l'angoisse. Les conséquences comportementales, c'est je prends rapidement 2 cigarettes. Quand on fait des TCC, on a 4 étapes, et les 4 étapes s'englobent les unes avec les autres. On a le rapport collaboratif, dont je vais vous parler longuement, la conceptualisation des problèmes, les méthodes et l'évaluation. Alors l'alliance, j'en ai parlé tout à l'heure quand on a fait le petit film, c'est on passe de 2 personnes qui s'évaluent, c'est-à-dire vous êtes patient, je suis le médecin, c'est moi qui commande et on s'évalue éventuellement, à 2 personnes qui bossent ensemble pour résoudre les problèmes. Et moi, c'est pas de moi, c'est de Charlie Kunji. J'aime beaucoup cette diapo parce que c'est vraiment ça la tabacologie. C'est pas moi qui sais faire et le patient qui sait pas faire, c'est tous les deux ensemble, on essaye de bosser pour voir ce qu'on peut obtenir. Donc il faut une dimension affective, il faut être empathique quand on est thérapeute, c'est-à-dire centré sur la réalité du patient, il faut être authentique, il faut être à l'aise avec ses propres émotions, il faut aimer son patient, il faut être chaleureux. Sinon, il ne faut pas faire de TCC. Et il faut être professionnel, c'est-à-dire avoir les diplômes requis. J'utilise une technique qu'on appelle la technique des 4 R. Ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai l'article que j'ai écrit en 2007 sur cette technique des 4 R. C'est recontextualiser, c'est où, quand, avec qui, comment, reformuler, c'est-à-dire je répète ce que le patient a dit à la consultation, je fais des résumés, et quand il s'arrête de fumer ou qu'il diminue, je le renforce. C'est les 4 R. Alors le mieux, c'est de voir un exemple. Donc ça, c'est un entretien entre un patient, que j'avais eu avec un patient. Quelle est votre relation avec le tabac? Ça, c'est une question ouverte. Vous vous rappelez, question ouverte, entretien motivationnel, hein, très important. Elle est très liée à mes états d'âme dans la journée. Les fluctuations d'humeur déclenchent l'envie de fumer. Il y a les cigarettes ras-le-bol, je vais être tranquille. Et les cigarettes, celle-là, je l'ai bien méritée. Après le travail, dans le salon, je me détends avec ma cigarette. Le tabac joue donc un rôle important pour réguler l'humeur. C'est une reformulation. Et dans des moments précis, pour être tranquille après un effort, dans certains lieux, l'envie de fumer se déclenche. C'est une recontextualisation. La rechute est très décevante pour soi-même et l'entourage. Vous êtes dépité par les rechutes successives. C'est une réformulation. C'est tout à fait ça. Ça arrivera au même résultat. Ça vous paraît difficile? Ça, c'est une question un peu fermée. Mais bon, pourquoi pas. Le patch m'a permis de ne pas fumer. Je sais donc que je peux y arriver avec de l'aide. On apprend toujours des rechutes. La rechute est la règle et pas l'exception. Il n'y a pas d'échec, mais des succès différés. Alors c'est du Gilbert Lagrusse, ça c'est une phrase qui est très vraie en tabacologie. Et un arrêt de 10 mois est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous apporte la cigarette? Ça c'est une question ouverte. Il s'agit d'un plaisir bizarre. La cigarette que je préfère est celle que j'estime méritée après un effort quand je me retrouve seul et tranquille au salon. La cigarette a 2 rôles, elle régule l'humeur et il y a les cigarettes récompenses, c'est un résumé. Et Charlie Kunji dit une jolie phrase que je vous livre. Les 4 R, c'est 4 notes de musique
dont l'utilisation souple construit une belle musique relationnelle. Et c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec Charlie Kunji. L'entretien motivationnel, je vous en ai parlé. Le CO, je vous en ai parlé. Je vais vous parler des techniques pour augmenter la motivation. Alors, on ne va pas toutes les faire parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. La balance, je vais passer parce que vous avez vu déjà 2 balances. Donc je passe. Ça, ce n'est pas une technique que j'utilise, donc je passe. Par contre, j'utilise cette technique. Cette technique, elle est pas mal. Ça consiste à dire au patient, finalement, je sacrifie tout au présent, j'aime fumer, je me régale, et je mets la croix ici, ou je sacrifie tout à l'avenir, je veux préserver ma santé. Et vous dites au patient, vous mettez une croix entre les 2 items. Qu'est-ce que vous préférez? Le présent, l'avenir, ou entre les 2? Et à partir de cette croix, ça paraît tout bête, mais vous faites un entretien de motivation avec des questions ouvertes et la technique des 4 R pour savoir pourquoi le patient l'a mis au milieu là. Alors, je vous donne un exemple d'une de mes patientes. Pourquoi à 50% et pas plus près de tout sacrifier à l'avenir? Le fumeur, je fais une démarche, j'ai envie de sortir de là. En ce moment, je cours 2 lièvres à la fois. Cela me stresse, je stresse pour prendre la décision d'arrêter. Quel est le rôle actuel du tabagisme? C'est quoi ça comme question? C'est une question ouverte. Ça me remplit, ça me rassure, c'est mon doudou. Thérapeute, c'est comme une béquille. Fumeur, c'est comme une béquille foireuse. Pourquoi foireuse? Ça, c'est une question ouverte. Je sais pertinemment que c'est une mauvaise substance, qu'au lieu de me soutenir, ça me bouffe la santé. Ça m'aide, mais je n'ai pas trouvé les ressources, je suis en pleine mutation. C'est une période de changement. Ça, c'est le thérapeute. Oui et profond, je vais faire ce dont j'ai toujours rêvé à mon idée. Il faut que je lutte contre mes vieux mécanismes. J'ai besoin d'une aide. Je suis lâche de ne pas vouloir affronter ce sevrage tout seul. J'ai besoin d'un coach. C'est très difficile de s'arrêter de fumer pour beaucoup de personnes. Ça, c'est un renforcement. Et vos difficultés sont normales. Je vous propose de vous accompagner pendant 1 an, etc. Donc, on a continué comme ça l'entretien. Et finalement, à la fin de l'entretien, je ne vous passe pas toutes les diapos parce que ça ferait un peu trop long, le patient a mis la croix à 99% pour l'avenir et plus au milieu des 2 items. Alors, vous avez également la technique des je dois, il faut. Donc ça, c'est dans le bouquin que j'ai écrit. Il faut apprendre à repérer les phrases qui commencent par je dois ou il faut, parce que ça génère une émotion négative. Par exemple, je dois m'arrêter, sinon ça va mal tourner, ça entraîne de l'anxiété. Ça augmente la consommation. Et on apprend petit à petit à remplacer ces phrases par des phrases moins toxiques. Je fais une démarche avec un thérapeute sans me mettre la pression et j'analyse mon comportement. Donc ça, je l'utilise de temps en temps, pas de façon systématique. L'avocat du diable, ça c'est génial. C'est une technique qui consiste à finalement aller dans le sens du poil du fumeur. Qui vous explique par A plus B qui se régale à fumer, il faut le dire, donc il faut continuer. Mais ça, il faut avoir une bonne alliance thérapeutique avant de faire ça. Hein. L'avocat du diable, il faut être prudent. Hein. Et puis la lettre de rupture. Alors ça, c'est vraiment très bien. C'est quoi la lettre de rupture, à votre avis? C'est la personnification des thématiques. C'est pourquoi les gens veulent arrêter. Alors, je t'écris, je t'ai aimé, pourquoi? Je t'aime moins, pourquoi? Je veux te quitter, pourquoi? Comment je vais m'y prendre pour te quitter? Alors, si vous achetez le livre, vous en verrez 2 de lettres de rupture. Donc, je vais vous lire peut-être pas toute la lettre parce que c'est un peu long. Je dois te quitter, même si cette rupture avec toi est très douloureuse pour moi. Tu as toujours été ma plus fidèle compagne, toujours présente dans les bons et les mauvais moments de ma vie, sans jamais porter de jugement, etc. Tu es bien capable, si je continue à te fréquenter, de me raccourcir la vie. Tu as vu naître mes enfants, mais je suis désolé de te dire, tu ne connaîtras jamais mes petits-enfants.
Ces bonheurs à venir, je ne souhaite pas les partager avec toi, mais seulement avec ma famille, etc. Cette rupture est difficile, car au fond de moi, de mon cœur et de mon corps, j'ai l'envie de toi qui me reste, et je sais que tu seras toujours près de moi à me tenter, à me narguer. Inutile de te fatiguer, etc., etc. Ma très chère amie et ennemie, je ne te quitte pas fâché, mais soulagé, je ne te dis pas au revoir, mais adieu et vive la vie. Alors, je suis le seul homme au monde qui adore les lettres de rupture. J'en ai au moins 50 sur mon ordinateur. Hein. Et ça, c'est une bonne technique. C'est-à-dire que les patients qui sont... Vous savez, vous avez des fumeurs, des fois, il leur manque ça pour prendre la décision d'arrêter. Ils écrivent la lettre de rupture et ils arrêtent après. Alors, l'analyse fonctionnelle. Il y a mademoiselle qui demandait des techniques plutôt cognitives. Donc, on repère les situations qui déclenchent l'envie de fumer. On repère ce que me traverse l'esprit, c'est-à-dire les pensées automatiques. On repère les émotions, les comportements et les conséquences. Le mieux, c'est de voir un exemple. Fin de journée avec mon mari. Émotion, anxiété. Pensée automatique, ça va me calmer. S'il le faut, tu t'arrêteras à nouveau. C'est ça les pensées automatiques. Hein. C'est ce que se dit le fumeur à lui-même. Alors c'est parfois pas facile à repérer ces pensées automatiques. Essayez de le faire. Ce que vous vous dites à certains moments, c'est pas évident. Il faut le repérer quand l'émotion est très forte en fait, la pensée automatique. Le comportement, je fume, et les conséquences, je suis plus apaisé. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que après cette cigarette, la patiente est plus apaisée. Donc c'est un comportement qui est renforcé, et tout comportement renforcé est maintenu. Seul à la maison, tristesse, donc des émotions négatives. Hein. Pensée automatique, ça va me calmer. S'il le faut, tu t'arrêteras à nouveau. Une de temps en temps, ce n'est pas grave. Alors, une de temps en temps, ce n'est pas grave, c'est une des raisons pour lesquelles les gens rechutent dans leur tabagisme. Ça s'appelle une minimalisation. Allez, une seule, c'est pas grave. Je suis en soirée avec des amis, et c'est ce que je me dis, j'en reprends une, et le lendemain, je suis au paquet. Ou quelques jours après. Et ensuite, on fait la récapitulation de toutes les situations, de toutes les pensées automatiques, et on va travailler ensuite sur les pensées automatiques. On peut travailler sur les émotions avec la relaxation, on peut travailler également sur le comportement. Mais surtout sur les pensées automatiques, c'est ça la thérapie cognitive. Donc je ne vous parlerai pas des méthodes comportementales, je vais vous parler de la thérapie cognitive. Donc il y a des interactions entre les situations, les pensées, les émotions et le comportement. Donc au moment où vous étiez très très anxieuse, quelle pensée vous a traversé l'esprit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit, ça va te calmer. Par exemple. Ça c'est... Ensuite, il faut apprendre à modifier les pensées automatiques. C'est-à-dire apprendre aux gens que dans certaines situations, ils ont une émotion, ils se disent des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Par exemple, celle-là, elle n'est pas très bien, je ne vais peut-être pas vous montrer celle-là. Celle-là, elle est mieux. Je commence à tousser le matin. Je ressens de l'anxiété. Je me dis, ça me fait peur, je vais finir par mourir dans la souffrance. Si je meurs, mes enfants seront malheureux, je n'arriverai jamais à m'arrêter de fumer. Pensée alternative, je dois me raisonner, essayer de trouver des solutions pour arrêter de fumer. La nouvelle émotion, c'est je suis moins anxieuse. Et le nouveau comportement, c'est je prends une gomme nicotinique. Alors ça, c'est pas évident à faire. Hein. Alors ça, c'est des patients qui m'envoyaient les colonnes de bec sur mon ordinateur. C'était impeccable pour écrire le bouquin. Je les remercie d'ailleurs beaucoup. Mais c'est pas toujours facile de trouver des pensées alternatives. Pareil, je croise ma voisine qui ne me dit pas bonjour. La pensée automatique,
Elle me fait la tête. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je vais fumer, ça va me calmer. Je suis triste et énervé. La pensée alternative, elle est peut-être perdue dans ses pensées, elle ne m'a pas vu. Donc je suis moins énervé, je suis plus sereine et je prends une pastille nicotinique et ça marche. Ensuite, on travaille sur les erreurs de logique. On n'a pas le temps de le développer, comme les minimalisations et les maximalisations. Et enfin, la quatrième étape de la thérapie cognitive, c'est le travail sur les croyances des fumeurs. Les croyances, c'est ce qui est ancré dans le cerveau très loin. Donc il y a une situation qui génère des croyances, des pensées automatiques qui viennent des croyances, un craving, c'est-à-dire une envie irrésistible de tabac. Ensuite, vous avez des pensées permissives, une seule c'est pas grave, et des pensées contre, tu ne devrais pas, ça va mal finir. Et c'est toujours la pensée permissive qui gagne, une recherche de substance et la poursuite de la consommation. Ça c'est Julie, qui est en retard dans un bouchon. La cigarette permet un apaisement. Je suis en retard, ça va me calmer, c'est la pensée automatique. C'est pas une de plus qui va changer grand-chose, c'est la pensée permissive. Je tire fort sur ma cigarette et je consomme. Julie, elle était vétérinaire. C'était au début où je faisais de la tabaco. Être dans un bouchon, la nouvelle croyance, c'est la cigarette permet un apaisement, mais se relaxer, écouter de la musique aussi. Je suis en retard, je sais que je vais écouter de la musique, ça diminue l'envie de fumer. C'est super, je fais une pause dans ma journée, j'écoute de la musique et je suis compétente. Après, quand on fait des TCC, on a des protocoles. Alors, comme je veux garder quand même 5 bonnes minutes pour les questions, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'avais prévu de faire. Je vais vous montrer ce travail sur la croyance qui est fumer est indispensable pour me calmer quand je suis énervé. Ils disent ça, les fumeurs, vous êtes d'accord? En fait, c'est une croyance. Et on essaie de démonter cette croyance. On travaille comme ça. Il y a des évidences pour la croyance. Par exemple, c'est rapide de fumer une cigarette et ça m'a souvent calmé. Il y a rien de... C'est mieux qu'un Xanax, une cigarette, pour calmer l'anxiété. Je ne connaissais pas d'autres méthodes pour me calmer. Il y a des évidences contre la croyance. Après la cigarette, on est dans le même état. La relaxation est finalement plus efficace qu'une cigarette pour lutter contre le stress. Il y a des avantages de la croyance. C'est pratique de fumer une cigarette, on ne se pose pas de questions, ça ne demande pas d'effort. Il y a des inconvénients. Il faut toujours avoir des munitions sur soi. Et puis il y a des avantages à long terme. Pour les prochains énervements, j'ai un produit tout en un. Et après, on demande aux patients de dire, finalement, votre croyance, c'était fumer est indispensable pour se calmer quand je suis énervé. Quelle est votre nouvelle croyance? Fumer permet de se calmer, donc c'est la même croyance, mais la relaxation aussi. Ma patiente que je vois depuis mars, elle fait de la relaxe tous les jours. Donc j'avais d'autres exemples, mais il faudrait un exposé plus long pour les présenter. Et ensuite, vous évaluez votre patient. Vous l'évaluez avant le traitement. Combien il fume de cigarettes? Comment est son envie de fumer? Donc en violet, c'est l'envie de fumer qui est autour de 9, 8, 9. Son envie de ne pas fumer qui est basse. Vous l'évaluez pendant le traitement. Donc là, il y a eu 22 séances. Vous voyez que l'envie de fumer baisse progressivement, que l'envie de ne pas fumer augmente progressivement et que la motivation à l'arrêt en jaune augmente progressivement. Vous mesurez systématiquement le monoxyde de carbone à chaque consultation. Donc ça, c'est un patient qui a arrêté à la 11e séance. Et l'arrêt s'est pérennisé. Et vous évaluez après le traitement. Alors, on ne peut pas faire d'exposé en tabacologie sans citer Jean Perriot, qui est un ami, qui travaille à Clermont-Ferrand et qui a 25 ans ou 30 ans d'expérience en tabacologie. On avait écrit un article il y a quelques années, et voilà ce que disait Jean. L'empathie, la disponibilité du médecin, son attitude qui relève du registre motivationnel,
permettent l'expression du vécu, soulignent les acquis et font que les faux pas deviennent des expériences prometteuses pour l'avenir, permettant de renforcer l'arrêt. Et puis, bien sûr, il faut citer Gilbert Lagrue, qui a ouvert la première consultation de tabacologie dans les années 80, je crois, et qui dit une chose que je pense que je partage, ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. Donc si vous voulez des articles, je peux vous en envoyer quelques-uns, je laisserai mon adresse mail à Olivier là, de toute façon. Donc, voilà, donc, pour ce qui est de la tabacologie en 55 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ça a répondu à votre question, la deuxième partie de l'exposé? Philippe, au-delà de la tabacologie telle que tu l'évoques, que penser de tout ce qui est en plus, l'hypnose, l'acupuncture, les choses comme ça? Alors, l'acupuncture... Et la deuxième, est-ce que tu travailles avec des gens comme ça aussi? Oui, alors je répondrai oui et non. C'est-à-dire l'acupuncture, c'est pas validé. L'hypnose, c'est pas validé. La cigarette électronique, c'est sujet à beaucoup de polémiques. Mais disons que les gens qui veulent de l'hypnose, je ne leur refuse pas. Parce que moi, je travaille avec Madame Montpérou sur Béziers, qui est très bien. Et je lui adresse quelques patients avec plutôt de bons résultats. Mais il n'y a pas d'études. Donc vous confondez.